Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans votre édition matinale de TV Finance. Ce matin, focus sur un monde où tout se joue autour de négociations décisives. De Genève, où Ukraine et Russie se retrouvent autour de la table sous la pression américaine pour tenter de dessiner l'avenir de l'Europe de l'Est, au Moyen-Orient, où Iraniens et Américains s'engagent dans des discussions nucléaires sous haute tension. En Asie, Emmanuel Macron se rend en Inde pour négocier des partenariats stratégiques et industriels entre contrats d'armement et coopération en intelligence artificielle, tandis qu'en Europe centrale, les dialogues transatlantiques entre Washington et Bucarest redéfinissent les alliances et influencent la politique européenne. Sur le plan économique, le Royaume-Uni et le Japon doivent eux aussi négocier leur avenir financier entre souveraineté monétaire, maîtrise des paiements et soutenabilité de la dette publique. Et même la guerre hybride de Moscou se déploie comme une négociation silencieuse où la pression et la dissuasion se jouent au cœur de nos sociétés et des infrastructures. Ce matin donc, nous décryptons pour vous les enjeux et les stratégies derrière ces négociations politiques, militaires et économiques dont l'issue déterminera très certainement l'équilibre mondial pour les mois et les années à venir. Dans un monde bousculé par les coups de pression de Donald Trump et la rivalité sino-américaine, Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite en Inde avec un objectif assumé, consolider un axe stratégique capable de rivaliser avec les grandes puissances. Du 17 au 19 février, le président français sera entre Mumbai et New Delhi pour son 4e déplacement en Inde depuis 2018. Officiellement, il s'agit de célébrer la solidité du partenariat franco-indien, officieusement d'envoyer un signal politique fort dans un environnement international marqué par la fragmentation des alliances et la compétition des blocs. Derrière les sourires diplomatiques, un chiffre concentre toutes les attentions, 114. 114, c'est le nombre d'avions de chasse Rafale supplémentaires que New Delhi pourrait commander à Dassault Aviation, un contrat évalué à peu près 30 milliards d'euros, l'un des plus importants jamais envisagé par la France. Après avoir déjà acquis 36 appareils pour l'armée de l'air et 26 pour la marine, l'armée indienne confirmerait ainsi son gel progressif des dépendances à l'égard des fournisseurs russes et sa volonté de bâtir une interopérabilité militaire avec l'Europe. Au-delà des enjeux industriels, ce choix a une portée géopolitique. Sous pression américaine pour réduire ses achats d'hydrocarbures russes, New Delhi entend réaffirmer son autonomie stratégique. En se tournant vers la France, partenaire jugé fiable et non aligné, l'Inde envoie à la fois un message à Pékin, à Moscou et à Washington. Son indépendance de décision demeure intacte. Dans la même dynamique, Emmanuel Macron et Narendra Modi inaugureront à distance une chaîne d'assemblage d'hélicoptères Airbus à Bangalore, symbole d'une coopération industrielle et technologique qui s'enracine durablement sur le territoire indien. Le déplacement comportera également une dimension prospective puisque jeudi, à New Delhi, les deux chefs d'État lanceront un sommet sur l'intelligence artificielle prolongeant celui organisé à Paris en 2025. Le but est bien peser dans la gouvernance mondiale de l'IA et éviter qu'elle ne soit confisquée par le face-à-face entre Washington et Pékin. Cependant, reste la question ukrainienne, point de friction discret mais réel. L'Inde, qui n'a pas condamné l'invasion russe et continue d'importer massivement du pétrole de Moscou, suit sa propre ligne d'équilibre. Pour Paris, l'enjeu n'est plus de convaincre, mais de tisser des partenariats capables de tenir dans un ordre mondial devenu instable, fragmenté et multipolaire. À Genève, les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie s'ouvrent comme un test de résistance pour l'ordre européen, plus qu'une simple séquence diplomatique. Mardi, aujourd'hui et demain, mercredi, la délégation ukrainienne conduite par Roustem Oumerov et Kirilo Boudanov fera face à l'équipe russe menée par Vladimir Medinsky et le chef du renseignement militaire Igor Kostyukov dans un format négocié sous forte pression de Washington. Donald Trump ayant appelé Kiev à venir à la table vite et fixer un horizon de règlement dès juin prochain. Au cœur des discussions, la Russie réclame la totalité de la région de Donetsk encore contrôlée par Kiev, tandis que l'Ukraine refuse de céder davantage de territoire, illustrant un blocage persistant sur la question des frontières. S'ajoutent à cela deux dossiers explosifs. Le sort
de la centrale nucléaire de Zaporijjia, pour laquelle l'Agence internationale de l'énergie atomique plaide pour un statut spécial et un accord de coopération en cas de paix et le rôle éventuel de forces occidentales dans une architecture de sécurité pour l'Ukraine d'après-guerre. Et derrière la mise en scène diplomatique, la dimension stratégique est centrale. Moscou cherche en effet à faire entériner ses gains territoriaux et à sécuriser ses actifs énergétiques et nucléaires tout en mettant à l'épreuve la cohésion des alliés de Kiev. Pour l'Ukraine, l'enjeu est de résister aux pressions américaines et russes sans entamer son intégrité territoriale ni saper la crédibilité des garanties politico-militaires fournies par l'OTAN et les partenaires occidentaux. Sur le plan géopolitique, Genève redevient un carrefour de pouvoir où s'entrecroisent diplomatie, sécurité et intérêts économiques. Les États-Unis cherchent à transformer l'enlisement militaire en processus politique contrôlé, tandis que la présence d'émissaires économiques et énergétiques russes dans l'ombre des négociations souligne que Moscou lie toute sortie de crise à la reconnaissance implicite de sa nouvelle sphère d'influence et à la gestion de ses infrastructures critiques de Donbass à Zaporijjia. Les conclusions de ce cycle, même partiel, pourraient donc redessiner la carte militaire et énergétique de l'Europe de l'Est et fixer pour des années le degré de fermeté ou de compromis de l'Occident face à la Russie. Alors que Washington et Téhéran tentent de relancer le dialogue, la séquence diplomatique s'ouvre sous une tension, sous une double pression militaire et énergétique. Ce matin, aujourd'hui, mardi, à Genève, des pourparlers indirects s'engagent sous médiation d'Oman, rare canal encore crédible entre les deux capitales. Les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner doivent échanger avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Ces discussions prolongent celles reprises le 6 février dernier après plusieurs mois d'impasse sur le dossier nucléaire, gelé depuis la fin du précédent cycle de négociations. Dans les coulisses, la tension monte. L'armée américaine se prépare à l'éventualité d'opérations prolongées au Moyen-Orient si Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche, donnait son feu vert. En miroir, Téhéran a lancé de vastes exercices militaires dans le détroit d'Ormuz, corridor par où transite près d'un cinquième du pétrole mondial. La diplomatie s'exerce donc sous la menace explicite d'une démonstration de force réciproque. Le contentieux reste profond. Washington et Israël accusent l'Iran de poursuivre secrètement un objectif militaire en enrichissant l'uranium à plus de 60%, seuil, je vous le rappelle, proche de l'usage militaire. Téhéran, de son côté, assure que son programme demeure strictement civil et refuse d'élargir les discussions à son arsenal balistique. Pour la République islamique, toute concession reste conditionnée à un allègement tangible des sanctions économiques. Le contexte intérieur fragilise davantage, cependant, la position iranienne, confrontée à une inflation supérieure à 50% et à un chômage persistant. Le régime fait face à une contestation sociale réprimée mais tenace. Cette fragilité rend donc tout compromis diplomatique à la fois nécessaire et politiquement risqué pour les autorités à Téhéran. Stratégiquement, l'enjeu dépasse le seul nucléaire. Il s'agit de garantir la sécurité des routes énergétiques mondiales, de contenir l'influence régionale de l'Iran, particulièrement au Liban, en Syrie et au Yémen, et de préserver la crédibilité américaine dans une région où Moscou et Pékin avancent leurs pions. Toute escalade militaire à Hormuz pourrait faire bondir les prix du pétrole, raviver les tensions inflationnistes mondiales et rebattre les cartes du jeu énergétique international. À Londres, les grandes banques britanniques ouvrent un chantier stratégique, bâtir une alternative domestique à Visa et Mastercard qui traite près de 95% des paiements par carte au Royaume-Uni. Une dépendance devenue critique à l'heure où la maîtrise des flux financiers prend une dimension géopolitique majeure. Pilotée par Vim Marou de Barclays, la réunion fondatrice doit poser les bases d'une nouvelle entité pour l'heure baptisée Deliveryco, avec un horizon à 2030. Officiellement, l'objectif est d'accroître la résilience du système face aux risques cyber, technologiques et opérationnels, comme l'a rappelé la Banque centrale d'Angleterre. Mais au-delà de la technique, le calcul est politique. Et dans un contexte où le président américain Donald Trump pourrait bientôt pourrait être plébiscité par les midterms, Londres redoute qu'une administration américaine puisse instrumentaliser des réseaux dominés par des groupes américains pour servir ses intérêts stratégiques. Là, le précédent russe, la coupure brutale de Visa et Mastercard après les sanctions de 2022, a évidemment marqué les esprits. Ce questionnement
n'est pas propre au Royaume-Uni. Et notez-le, sur le continent, l'Union européenne s'interroge elle aussi sur sa dépendance structurelle. Le projet EPI, European Payment Initiative, lancé par plusieurs grandes banques européennes, vise à créer une infrastructure de paiement commune capable de rivaliser avec les géants américains. Et au Parlement européen, des voix comme celle de l'eurodéputé Aurore Lalucq plaident pour un Airbus des paiements, symbole d'une souveraineté monétaire enfin assumée. La stratégie britannique, bien que pilotée hors de l'UE, s'inscrit donc dans une mouvance occidentale plus large, celle d'une reconquête du contrôle sur les rails financiers après un quart de siècle de domination américaine dans les paiements et la compensation. Symboliquement, c'est un terrain où Londres et Bruxelles, malgré le Brexit, se retrouvent face à un même défi technologique et stratégique, car dans un monde fragmenté, la puissance ne se mesure plus seulement en matière de défense ou d'énergie, elle se joue aussi silencieusement à la caisse des supermarchés et dans les lignes de code des applications de paiement. À Budapest, la rencontre entre Marco Rubio et Viktor Orban dépasse le simple affichage diplomatique. Elle traduit une recomposition stratégique en cours en Europe centrale à la croisée des équilibres transatlantiques et des fractures internes de l'Union européenne. En mettant en avant la proximité entre Donald Trump et le Premier ministre hongrois, Washington assume désormais un choix clair, celui de privilégier les alliances bilatérales solides avec certains États membres plutôt que de passer systématiquement par Bruxelles. La Hongrie, membre de l'OTAN mais souvent en rupture de ton avec les institutions européennes, devient ainsi un point d'appui alternatif au couple franco-allemand. Cette orientation répond à plusieurs calculs. D'abord, sécuriser un relais fidèle sur le flanc oriental de l'OTAN dans un contexte de guerre prolongée en Ukraine et d'incertitude sur l'avenir du soutien occidental à Kiev. Ensuite, peser sur les délibérations européennes en s'appuyant sur un gouvernement capable de freiner ou d'amender les décisions de Bruxelles, qu'il s'agisse de sanctions contre la Russie, d'aide militaire ou bien encore de politique migratoire. Mais ce pari comporte des risques. En soutenant un dirigeant ouvertement critique de la Commission européenne et régulièrement accusé d'atteinte à l'état de droit, Washington prend le risque d'accentuer les lignes de fracture au sein de l'Union européenne. Et à terme, cette stratégie pourrait fragiliser la cohésion occidentale que les États-Unis cherchent pourtant à maintenir face à Moscou et à Pékin. La Hongrie s'impose ainsi comme un laboratoire géopolitique, à la fois pivot pour l'Amérique de Trump et symbole des tensions profondes entre souveraineté nationale et intégration européenne. Un équilibre donc instable mais révélateur du nouvel âge de la diplomatie transatlantique. Le Japon apparaît dans une zone de turbulence budgétaire et monétaire prise en étau entre déficit structurel, démographie défavorable et remontée des coûts de financement. Le ministre des Finances anticipe une hausse de 28% des émissions annuelles de bons souverains, et ce d'ici 3 ans à environ 38 billions de yens en 2029 contre 29,6 billions en 2026. Ce bon traduit un déséquilibre durable entre des dépenses publiques tirées par le vieillissement de la population et des recettes fiscales qui progressent mais ne compensent plus la dérive des coûts. Dans ce scénario, le service de la dette grimperait à 40,3 billions de yens en 2029, soit près de 30% du budget général, même avec une croissance nominale limitée à 1,5% et une inflation d'environ 1%. Sur le plan économique et financier, cette trajectoire soulève 3 tensions majeures. D'abord, une offre accrue de bons du Trésor nippon exercerait une pression haussière potentielle sur les rendements avec un risque de transmission au coût d'emprunt privé et in fine à l'investissement et à la consommation. Ensuite, la Banque du Japon, sortie progressivement de son contrôle strict de la courbe des taux, voit son mandat se complexifier. Maintenir des taux trop bas face à une dette en expansion pourrait nourrir des doutes sur sa crédibilité et amplifier la sensibilité du yen à l'inflation importée. Enfin, le déficit structurel réduit la marge pour des baisses d'impôts ou de nouveaux plans de soutien, alors même que la première ministre Sanae Takahashi promet des allègements ciblés tout en jurant de préserver la soutenabilité des finances publiques. Et à l'échelle macroéconomique, l'accumulation de dettes rend Tokyo plus vulnérable aux chocs externes. Remontée des taux mondiaux, ralentissement de la demande extérieure ou bien encore correction brutale sur les marchés pourrait fragiliser le yen, renchérir encore le service de la dette et éroder la confiance des investisseurs. Bref, la trajectoire japonaise concentre ainsi de façon exacerbée le dilemme des économies avancées vieillissantes
celui de tenter de soutenir la croissance et l'investissement tout en maintenant la stabilité monétaire et la soutenabilité d'un endettement public déjà record. Les services de renseignements occidentaux tirent la sonnette d'alarme. Selon le Financial Times, l'ancien recruteur de la société militaire privée Wagner serait devenu un rouage central des opérations clandestines russes en Europe. Officiellement, Wagner a vacillé après la mutinerie avortée de juin 2023 et la mort spectaculaire de son fondateur, Evgeny Prigojine. Officieusement, son réseau ne s'est jamais évaporé. Il aurait simplement changé de cible. Hier, il recrutait dans les campagnes russes pour le front ukrainien. Aujourd'hui, il prospecterait parmi les Européens économiquement fragiles à la recherche de profils dits activables. Et derrière cette mécanique, eh bien, le GRU et le FSB. Les services russes privilégieraient désormais des intermédiaires pour maintenir une distance de sécurité. Deux niveaux, parfois plus, entre Moscou et l'exécutant. Objectif, celui de garantir la négation plausible. Les missions attribuées à ces agents dits jetables vont de l'incendie ciblé à la désinformation provocatrice. Bref, une stratégie de déstabilisation à bas coût conçue pour semer le trouble, alimenter les tensions sociales et fragiliser le soutien européen à l'Ukraine. Mais cette guerre hybride a son revers. Ce que Moscou gagne en volume et en discrétion financière, eh bien, elle le perdrait en compétences opérationnelles. Les services européens assurent avoir déjoué davantage de projets qu'il n'y a eu de réussis. Reste cependant une certitude, la ligne de front ne passe plus seulement par l'Est de l'Europe, mais au cœur même de nos sociétés occidentales. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Aujourd'hui, pas grand-chose à se mettre sous la dent, que ce soit en macro ou en microéconomie. C'est la géopolitique qui drivera les marchés. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui débutent plusieurs rounds de négociations aux quatre coins du monde, notamment autour de la guerre en Ukraine et notamment de la guerre potentielle en Iran. Donc c'est évidemment de ce côté-là qu'il faudra se pencher avant la suite de la semaine où on aura plus d'informations sur le plan monétaire avec la publication des minutes de la Réserve fédérale américaine demain et évidemment toujours le marché de l'emploi américain en ligne de mire. Jeudi également, le Philly Fed sera à regarder de près. Et puis la fin de semaine sera consacrée à la publication à la fois des PMI en Europe, mais surtout à l'indice PCE et au PIB américain. Concernant ce qu'il s'est passé aujourd'hui, en Europe, les marchés ont commencé la semaine sans réelle tendance sur un volume limité à cause d'un jour férié aux États-Unis. Les banques européennes ont rebondi, elles ont pris 1,54% sur le stock 600 après leur chute de vendredi dernier pénalisée par les inquiétudes sur l'impact de l'intelligence artificielle. Les investisseurs restent attentifs à cette technologie, mais la semaine s'annonce chargée avec les résultats de la grande distribution américaine, dont Walmart qui vient de franchir la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Sur le front macroéconomique, l'estimation du PIB américain pour le T4 2025 et l'indice PCE, publié jeudi, seront à suivre évidemment et pourraient apporter du volume, tandis que l'inflation britannique sera connue demain. Les indices PMI de la zone euro sur l'activité du secteur privé seront publiés vendredi. Ces chiffres combinés aux prochains résultats européens pourraient redessiner le sentiment des marchés, influencer les décisions futures de la Fed et de la BCE. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a timidement progressé. Il a clôturé en légère hausse de 0,06% à 8316 points, tandis que Francfort reculait de 0,41% et Londres, par contre, a fait le chemin inverse puisque l'indice phare britannique s'est adjugé un gain de 0,26%. Wall Street était fermé, c'était l'anniversaire de George Washington. En Asie, les marchés boursiers ont clôturé ce matin sur une note prudente dans un contexte de volume réduit par les congés du Nouvel An lunaire. À Tokyo, le Nikkei a reculé de 0,56%, tiré par quelques prises de bénéfices après ces récents sommets. À l'inverse, la tendance est restée légèrement positive en Corée du Sud. Et par ailleurs, notez que du côté d'échange, la faiblesse du yen a attiré l'attention. La devise japonaise a perdu 0,3% face au dollar après l'annonce d'un PIB au T4, un PIB nippon au T4 bien en deçà des attentes, plus 0,2% sur un an contre 1,6% espéré. Ce résultat décevant renforce les anticipations d'un soutien budgétaire plus marqué sous l'impulsion de la première ministre japonaise Sanae Takahashi. Parallèlement,
Le climat géopolitique reste au cœur des préoccupations. Les investisseurs surveillent de très près les discussions nucléaires prévues entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que l'évolution des prix du pétrole restés hésitants à l'approche d'une semaine diplomatiquement chargée. Les cours du pétrole, donc soutenus hier par la montée des tensions dans le Golfe, un regain d'inquiétude a suivi des exercices militaires menés par les gardiens de la révolution d'Iran dans le détroit d'Ormuz à la veille de la reprise des négociations nucléaires entre Téhéran et Washington à Genève. Je vous rappelle que par ce détroit passe près de 20% de la production pétrolière mondiale et demeure ainsi un point névralgique pour les marchés financiers. Si les investisseurs intègrent une prime de risque accrue face aux tensions géopolitiques, la menace d'escalade immédiate reste jugée limitée. Donald Trump, soucieux d'éviter une envolée des prix à l'approche des élections de mi-mandat, devrait maintenir une ligne de prudence. En parallèle, l'attention se tourne vers l'OPEP+, certains de ses membres estimant que le marché pourrait absorber une nouvelle hausse de production suspendue depuis le début de l'année après plusieurs relèvements au cours de l'exercice 2025. Mais la décision finale dépendra sans doute de la posture américaine vis-à-vis de l'Iran, selon les experts du secteur. Sur le marché hier, le Brent pour livraison avril a progressé de 1,02% à 68,44 $, tandis que le WTI, son équivalent américain, pour livraison mars, a gagné lui 1,11% à 63,59 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 février 2026 et juste après, comme vous en avez l'habitude, tous les mardis matins, nous retrouverons les Market Movers de James D. Twatty. À tout de suite sur TV.